j'ai le grand plaisir d'accueillir Lydie Madvé. Lydie Madvé, c'est elle qui vous répond quand vous envoyez à contact à l'Institut de psychiatrie, transition à l'Institut de psychiatrie, formation à l'Institut de psychiatrie, etc., etc. Donc c'est elle qui fait tout. Et qui, au-delà de l'organisation de cette journée, il y a Étienne aussi qui est là, je ne vais pas l'oublier, au-delà de l'organisation, a relancé, coordonne, c'est elle que vous avez souvent au téléphone par rapport à des informations, coordonne le réseau Transition et a relancé une enquête qui reprenait certaines questions qu'on avait passées en 2021, mais pas que. Donc c'était un peu plus long. Merci à ceux qui ont répondu. C'est vraiment très précieux. Et je profite de l'occasion pour remercier infiniment Lydie de tout le boulot. C'est bon, les chevilles, tu tiens bien. Oui, on va voir après la présentation si vous me remerciez toujours. Donc bonjour à tous. Cette enquête, elle s'inscrit en fait dans la lignée des deux enquêtes précédentes qui avaient été lancées en 2017 et 2018. Donc on fait l'objet de publications par Laurent Lecardeur et Al et en 2020-2021 par le réseau Transition. Et l'idée, c'était vraiment d'actualiser les connaissances sur l'activité d'intervention précoce en France, sachant qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent. Et c'était un peu de voir où en étaient les dispositifs sur le territoire national. Sachant que donc, le déploiement de cette discipline s'inscrit en partie, et en grosse partie, dans le cadre du réseau Transition, et qu'on a identifié 67 dispositifs actuellement sur le territoire. Donc, l'enquête a été lancée le 12 février dernier. Je remercie infiniment tous les participants. Donc, à ce jour, il y a 40 répondants, ce qui est quand même superbe par rapport à la précédente enquête où, au final, quasiment un an après, j'avais 45 réponses. Et là, en un mois, il y a eu 40 réponses. Donc, ce ne sont pas les résultats définitifs qui vous sont présentés, mais ça nous donne une belle idée de ce qui est en train de se passer. Voilà, donc merci à ceux qui ont répondu, merci à ceux qui vont répondre dans les prochains jours pour que je puisse consolider les résultats. Donc, sur les 40 équipes qui ont répondu, on voit vraiment qu'il y a eu une explosion en fait, de la création à partir de 2017, 2018, 2020. Voilà, ce sont des équipes qui ont été souvent, enfin pour la moitié créées à partir de rien, de personnel motivé. Et donc c'est des équipes qui se sont créées, voilà. Et les autres émanent de services de réhabilitation, de CMP adultes, d'unités d'hospitalisation complète, voilà, de CATTP. Enfin voilà, il y a plusieurs profils, mais on voit que il y a souvent des équipes qui ont été créées ex nihilo. Les leviers qui sont mentionnés pour la création des équipes, ce sont en premier lieu les financements, dont les FIOP. On voit vraiment que les FIOP ont vraiment permis la création de nouvelles équipes, et ça c'est superbe. Maintenant, la question c'est la pérennité de ces équipes, puisque les financements sont de 3 ans. On voit aussi que la formation est un élément très très important à la constitution des équipes et à la création des équipes. La structuration en réseau, qui permet de fédérer, qui permet de s'inspirer en fait, de ce qui se passe sur les territoires. Le soutien institutionnel des directions hospitalières qui encouragent ces projets et qui encouragent la dynamique d'intervention précoce. Et la constitution de réseaux au niveau régional et bien évidemment la motivation des équipes sans qui rien ne se passerait. En termes de freins, les freins, c'est des moyens inadaptés, aussi bien en termes humains que matériels. Alors, des difficultés de recrutement, ça c'est la principale raison. Et voilà, et puis les moyens qui font qu'on ne peut pas recruter aussi. Enfin, bon, c'est un peu... les financements de la formation, qui posaient aussi problème. Et puis, voilà, après, des difficultés dans la coordination avec les partenaires, le manque de connaissances d'intervention précoce, où il y a encore des réticences, en fait, pour certaines équipes, à créer ces équipes. Et voilà, certains ne voient pas l'intérêt. Donc, il y a encore à convaincre. Et puis, voilà, manque de locaux, lenteur administrative, l'accessibilité, etc., etc. Au niveau des leviers, donc un petit focus sur les leviers et qui ont permis la création en fait, de ces équipes. Donc, parmi les 40 réponses obtenues, 28 avaient effectué des demandes de financement depuis leur création.
11 n'avaient pas encore effectué de demande de financement, mais c'est surtout les nouvelles équipes. Et est-ce que parmi ces 28 nouvelles équipes qui avaient demandé des financements, est-ce qu'elles les ont obtenus? Pour 25 d'entre elles, oui. Donc on voit que quand on essaye, la plupart du temps, ça fonctionne. Majoritairement des FIOP, avec une explosion du nombre de FIOP parmi les répondants, enfin en 2020-2021. On voit qu'il y a une légère diminution, mais bon, on ne peut rien dire encore, puisqu'il y a 40 équipes sur la totalité. Et certaines équipes ont sollicité d'autres fonds, donc Fondation des hôpitaux, Fondation de France, l'article 51. Donc, plusieurs modalités de financement, mais la principale, c'est les FIOP. En termes de formation, donc, on voit que toutes se forment et que c'est vraiment ce qui permet aussi de créer les équipes, que l'ensemble du personnel est formé, il n'y a pas de... Voilà. Initialement, le DU d'IPJAD, par exemple, était très... destiné aux médecins, et puis finalement on se rend compte que parmi les participants, il y a des médecins et des paramédicaux, des psychologues, ça s'est vraiment élargi, ce qui est très très bien. On voit que les formations les plus effectuées sont les formations d'outils d'évaluation clinique, de psychoéducation, voilà, mais globalement elles sont toutes très prisées, très utiles. Vous avez ici les besoins en formation pour 2024, avec la plupart des équipes qui ont l'intention de se former aux outils d'évaluation clinique, aux outils d'évaluation fonctionnelle, à la psychoéducation et de DU, d'IPJAD et autres. Voilà. Alors, qui sont ces DIP? Si on devait faire une carte du DIP moyen en France, donc ce sont pour la plupart des unités fonctionnelles autonomes qui se composent majoritairement d'équipes mobiles, de consultation, avec quelques dispositifs qui ont des places d'hospitalisation de jour ou complètes. Voilà. Et pour celles qui sont non autonomes, la plupart, ce sont des équipes mobiles, proposent des équipes mobiles et de la consultation. Ce sont des dispositifs qui sont majoritairement intersectoriels, donc 35 sur 40, et qui couvrent un bassin de population compris entre 100 000 et 500 000 habitants. La plupart, c'est entre 100 000 et 500 000, et quelques-uns plus de 500 000 habitants. Les recommandations, c'est 8 ETP pour 100 000 habitants, juste pour avoir une idée de ce qui arrive après. Leur file active moyenne, c'est 88 patients, avec des écarts, bien évidemment, dépendant de la taille des équipes. Et les ETP totaux, c'est 6,22 en moyenne par dispositif d'intervention précoce. Je n'ai pas analysé la répartition, ça va être fait plus tard, mais c'était pour les JPJAD. Donc, on a les données. Ensuite, si je reprends les principes essentiels de l'intervention précoce, basés sur les modèles internationaux et la compilation de la littérature, on a 7 composantes essentielles. Je reviens sur améliorer la détection et diminuer le délai aux soins et optimiser l'orientation dès les premiers signes. On voit que la tranche d'âge cible, c'est du 15-30. On voit que la population cible, c'est donc principalement les sujets au risque de transition et les premiers épisodes psychotiques, sachant que l'amont est important. Et que le nombre de demandes de prise en charge moyenne, c'est 81 patients en 2023. Le nombre de personnes suivies dans les centres, c'est 42%, avec un ratio suivi et nombre de nouvelles demandes qui est de l'ordre de, je ne vois pas assez, un peu plus de 60%. Voilà, les motifs d'adressage, les bizarreries, c'est ce qui a été le plus mentionné, les idées délirantes, le décrochage scolaire, les hallucinations et les troubles anxieux. Et qui sont les adresseurs? La précédente enquête montrait qu'on était quand même sur des dispositifs qui étaient très hospitalo-centrés. On a du mal à élargir. On reste sur les adresseurs principaux. C'est le secteur adulte, c'est le secteur pédopsie, ce sont les urgences. Mais voilà, on aimerait bien que ça vienne plus des MDA, des médecins généralistes, des professionnels de l'éducation nationale. Et ça reste encore un peu difficile. Donc il y a des actions à mener dans ce sens-là. Et bien sûr, donc voilà, les professionnels à impliquer davantage, ce qui a été cité et ce qui revient tout le temps dans les enquêtes, établissement scolaire, médecine générale, ce que je viens de mentionner. Les critères d'exclusion, est-ce que les dispositifs ont des critères d'exclusion? Oui. Alors, pour 15 des 40 réponses, il n'y a aucun critère d'exclusion. Et s'il y a des critères d'exclusion mentionnés, c'est
La présence d'un TND pour 5 équipes sur les 26 qui ont enfin, ouais, y a un petit problème, ça ne fait pas 26. Bon, c'est 4 ou 5 en tout cas, présence d'un TND. Et après, autre refus de prise en charge, on est sur des déficits intellectuels associés, des symptômes psychotiques qui sont antérieurs, enfin, tout ce qui ne relève pas en fait, de l'intervention précoce, ce qui est logique. Je reviens sur mes composantes essentielles. Il est important de mettre en place une évaluation rapide, à la fois médicale et psychosociale, et que le premier contact aussi doit être rapide. Les délais de prise en charge, on est sur du 0,22 mois, ce qui est à peu près une semaine entre la demande de prise en charge et la première évaluation. Donc on est plutôt pas mal. La première évaluation, elle est majoritairement réalisée par des case managers, qui peuvent être des infirmiers, des psychologues, des assistantes sociales, des pères aidants, ça dépend. Mais voilà, après, sur des infirmiers, dans leur rôle propre, du coup, et voilà. Et le délai entre la demande de prise en charge et le premier rendez-vous médical, on est sur environ 2 semaines, ce qui est plutôt pas mal. Donc on se rend compte que ça fonctionne bien, en fait, quand c'est structuré. Et les partenaires de prise en charge, on reste majoritairement avec l'hôpital, secteur psy-adulte. Et pour les partenaires, enfin les partenariats, on s'externalise un peu, ce qui est logique, puisque l'idée, c'est de vraiment maintenir le jeune dans son milieu. Partenaires à mobiliser davantage, la médecine universitaire et scolaire, les médecins généralistes, les lycées. Voilà. Donc on revient sur ce qu'on avait identifié au départ. Une durée de suivi moyenne en fait, de 3 ans. La plupart des centres proposent des suivis à 3 ans. Et les orientations de fin de suivi, elles sont multiples. Des CMP, des psychiatres libéraux, des centres de réhab, hôpitaux de jour. Et puis, ça peut être le médecin généraliste, les psychologues libéraux. Enfin, voilà. Mais majoritairement, on est sur CMP, psychiatres libéraux, centre de réhab et hôpital de jour. Voilà. L'idée, donc, une autre composante essentielle, c'est le case management. Où en est-on du case management? Donc, quasiment toutes les équipes ont des case managers ou sont en cours de recrutement, ce qui est plutôt chouette. Le nombre de case managers par équipe moyen, on est sur du 3,6. Et nombre de TP, on est en moyenne sur 2,6 ETP de case manager par centre. Le case load, pareil, on est plutôt bien, parce que les standards, c'est entre 15 et 20 patients par ETP case management. La moyenne, c'est 19. Et la médiane, 16,5. Donc, bon, on respecte bien les recommandations. Et quand je demande quelles sont les fonctions des case managers, on retrouve vraiment les fonctions classiques, l'accompagnement, l'évaluation, la création des partenaires, une coordination, enfin voilà. Donc pas de problème sur la définition du case management et sur les actions. Intéressant. Qui sont les jeunes qui consultent? Dans mon enquête, il y avait toute une section sur, parmi vos 5 derniers patients vus en consultation, quel était leur profil, quel était leur parcours, etc. Alors, actuellement, j'ai 160 jeunes, voilà, il y a 160, des données de 160 jeunes qui ont pu être compilées. Je remercie Lena Peterson dans la salle parce que cette partie a été compilée par Lena Peterson. Et donc, des enseignements qui sont assez intéressants pour ces 160 jeunes. Donc, la moyenne d'âge, c'était 21 ans. Ils présentaient un épisode psychotique pour 66% d'entre eux. Ils étaient à un stade ultra haut risque pour 20% d'entre eux. Donc, on arrive sur majoritairement les épisodes psychotiques, hein, un peu moins sur les stades UHR, ce qui est aussi les stades qui sont très intéressants dans l'intervention précoce. Donc, voilà, il y a un travail à mener en ce sens. La DUP était plutôt pas catastrophique. On était sur 8 mois en moyenne. Alors, on reste sur une DUP de jeunes qui arrivent dans les centres d'intervention précoce. Ce n'est pas la DUP en population générale. Mais voilà, c'est plutôt intéressant. Ça veut dire que bon, le travail est fait et plutôt assurant. Au niveau de leur parcours, 55% d'entre eux avaient consulté au moins une fois aux urgences, sachant que la moyenne, c'était 1,61 et que la moyenne d'âge de première consultation aux urgences, c'était 19,88 ans. Qu'ils avaient également, pour à peu près la moitié d'entre eux, vu déjà un psychiatre libéral. Et par contre, il y en avait plus de la moitié qui n'étaient pas allés voir un médecin généraliste.
avant d'arriver dans le DIP. Donc on voit que, pareil, la place du médecin généraliste est à interroger. Au niveau de la suicidalité, 82% n'avaient pas effectué de tentative de suicide, mais quand même 18% d'entre eux, oui. Donc on voit que quand même, c'est des jeunes qui souffrent, et qui souffrent beaucoup, puisque ça les conduit même à faire des tentatives de suicide, et des hospitalisations pour 46% d'entre eux, avec majoritairement des hospitalisations complètes qui avaient duré 1 mois et demi en moyenne. Voilà. Est-ce qu'ils avaient interrompu leur scolarité avant l'entrée dans le DIP? Pour 58% d'entre eux, oui, vers l'âge de 19 ans, et pour en moyenne 1 an. Et actuellement, ils étaient majoritairement en études ou en rupture de parcours. Est-ce qu'ils avaient eu un vécu traumatique? Oui, pour 54% d'entre eux. Donc on voit que le trauma est quand même extrêmement important dans les profils de patients qui viennent voir qui consultent dans les DIP. Et pour les types de trauma, c'était majoritairement du harcèlement scolaire et des violences intrafamiliales. Et 20% d'entre eux avaient un trouble du neurodéveloppement. Donc voilà, ça m'interrogeait sur les critères d'exclusion, en fait, ou l'orientation en tout cas. Les attentes du réseau... Enfin voilà, donc ça c'était pour l'enquête. Et il y avait une question aussi qui consistait en quelles sont vos attentes quant à la structuration d'un réseau et voilà, qu'attendez-vous du national, de la formation, de l'actualité scientifique, enfin ça c'est toute la formation. Mettre en place des outils d'évaluation des soins, la constitution d'un réseau, harmoniser les pratiques. Ça, c'est ce qui revient le plus. Donc, les propositions du réseau transition pour répondre à ces attentes. Au niveau de l'orientation, je vais passer très vite parce que ça sera peut-être développé par le professeur Krebs un peu plus tard, non? Enfin, je vais pas... Ouais. Ok, donc un questionnaire pour aider à l'orientation et à l'entrée dans le... Enfin, pour aider à orienter le patient et à lui proposer, en fait, où aller quand il a des difficultés à l'aide d'un auto-questionnaire qui s'appelle Primo et qui est conçu et en phase d'amélioration visuelle, on va dire, et graphique. Renforcer le maillage territorial. Donc, on voit aussi qu'au niveau de l'adressage, la moyenne, c'est 8% de patients qui viennent des MDA, avec une inégalité majeure sur les territoires, sachant qu'il y en a, pour certains centres, il y a 60% d'adressages qui proviennent des MDA et pour d'autres, c'est 0. On sait que les MDA, c'est des dispositifs qui sont mis en valeur par le gouvernement en ce moment. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un maillage avec des MDA qui seraient la porte d'entrée inconditionnelle et puis qui orienterait vers les dispositifs d'intervention précoce quand il y a besoin. Mais enfin, créer des partenariats réels en fait, sur chaque territoire, ça nous semble indispensable. Renforcer la formation, bon, ça effectivement, puisque la formation c'est quelque chose qui revient partout. Et aider au déploiement en proposant un cahier des charges des dispositifs d'intervention précoce pour harmoniser les pratiques, un guide d'implémentation, des indicateurs qualité, une échelle de fidélité. En gros, copier nos voisins qui ont déjà fait ça et pour lesquels ça fonctionne. Voilà. Nous suivre. Vous commencez à quand même bien connaître le réseau, mais je remets les différents moyens de nous suivre, de nous rejoindre, etc. N'hésitez pas à promouvoir le site Santé Psy Jeune, c'est vraiment la porte d'entrée où vous trouvez les brochures, le questionnaire sera en ligne, enfin vraiment c'est un site qui fonctionne bien et sur lequel il y a une mine d'informations, donc n'hésitez pas à le promouvoir, on a des petits stylos, voilà, et je vous remercie pour votre attention et on reste à l'écoute de vos besoins à tous.